Bonjour à toutes et à tous. Dans notre rubrique littérature sur le thème de l'entraide, nous voudrions aujourd'hui vous présenter, vous parler un petit peu d'un roman qui personnellement m'a beaucoup plu, donc sur le thème de l'entraide et de la coopération entre les gens. Coopération qui est souvent nécessaire, en tout cas dans ce roman, pour de simples questions de survie. Un roman qui s'intitule Malville et qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Robert Merle, ou plutôt qui s'appelait, puisqu'il est né aux alentours des années 1910, il est allé presque centenaire et est décédé en 2004, il me semble. Ce roman, Malville, donc, il l'a écrit dans les années 70. C'est une sorte de roman d'anticipation, si on veut, mais en fait plutôt un roman d'anticipation à la française. Donc il n'y aura pas de soucoupe volante, ni de martiens, de choses comme ça. Par contre, l'action se situe après l'explosion d'une bombe atomique à la verticale de Paris. Alors, pourquoi est-ce que nous avons envie de vous parler un petit peu de ce roman aujourd'hui sur le thème de l'entraide? Parce que suite à cette espèce de cataclysme militaire, les protagonistes de l'histoire, qui sont tous très différents, je vais vous parler d'eux dans un instant, pour des simples questions de survie et puis pour des simples questions pour la simple question d'essayer de faire en sorte que la vie en commun puisse rester supportable, vont être amenés à déjà s'entraider et aider d'autres aussi, parce qu'à un moment ils vont rencontrer également d'autres personnes et coopérer malgré leurs différences. Alors, dans cette histoire, les différents protagonistes sont les suivants. Alors, il y a le héros du roman qui s'appelle Emmanuel. Mais ce n'est peut-être pas par hasard, en fait. C'est un ancien directeur d'école qui, au bout d'un moment... qui au bout d'un moment, c'était avant le décès de son oncle, je vais parler de l'oncle tout de suite, décide d'arrêter sa carrière d'instituteur et... Non, c'est après le décès de son oncle, pardon, j'ai pas le livre sous les yeux. Après le décès de son oncle, il hérite d'une forte somme. Et il décide d'arrêter d'enseigner et d'acheter un château qui se trouve à proximité. Château que son oncle, chez lequel il vit d'ailleurs, ou a vécu lorsqu'il était jeune, parce qu'il ne s'entendait pas très bien avec ses propres parents. Château donc qui se trouvait à proximité de la ferme de son oncle, et que son oncle a toujours rêvé d'acheter, et puis seulement cet oncle s'était montré un petit peu maladroit à un moment avec le vendeur et n'avait pas pu l'acquérir facilement. Et donc Emmanuel décide d'essayer d'accomplir, de réaliser le désir de son oncle, et probablement son propre désir aussi, en achetant ce château. Donc Emmanuel laisse tomber l'enseignement, s'installe dans ce château, et il a 3 amis d'enfance qui l'accompagnent depuis l'école primaire, qui sont Colin, un ferblantier, Péissou, un paysan, et Messonnier, un communiste. Au moment où se situe l'action, il y a également un autre protagoniste qui est Thomas. Alors c'est un jeune étudiant en géologie que Emmanuel héberge comme ça, parce qu'il a envie de lui rendre service. Une seule femme dans le tableau, la Menou, qui est une personne très âgée. C'est l'ancienne gouvernante de l'oncle d'Emmanuel. Et elle est décrite comme une femme, en fait, toute fanée et vieillissante et tout ça, mais extrêmement énergique. Ah, et j'oubliais quelqu'un, c'est Momo. Momo, c'est un handicapé mental. Voilà. C'est le fils de la Menou. Donc, Emmanuel se met à élever des chevaux, ce qui à l'époque ne se faisait pas trop dans cette région-là. Les gens élevaient plutôt des vaches, et à cultiver la vigne. Et puis, en fait, tout se passe très bien. Il est extrêmement florissant avec son élevage de chevaux avant l'explosion de la bombe atomique au-dessus de Paris. Et voilà.
Bon, donc, et il fréquente assidûment ses trois amis, ainsi que Thomas. Et ces trois amis adorent Emmanuel, qui est un petit peu leur mentor et tout ça. Et voilà. Bon, la bombe explose. À ce moment-là, précisément, Emmanuel et ses trois amis, ainsi que Thomas et la Menou, pour résumer, sont en train de tirer du vin dans la cave du château. Et en fait, c'est ce qui va leur sauver la vie. C'est-à-dire que tout est détruit en France, et peut-être même, le roman ne le dit pas, mais peut-être même en Europe et dans le monde, tout est détruit. C'est un gigantesque holocauste. Tout part en fumée, en ruine, en cendres et tout ça. Et Emmanuel et ses amis survivent dans leur cave. Bien entendu, dans les parages, il y aura aussi d'autres survivants, notamment une famille de troglodytes qui habite à proximité, enfin des gens qui vivent dans des habitations troglodytes, pardon, et également des survivants dans un village voisin qui s'appelle La Roque. Et d'ailleurs, à un moment, va y avoir, lorsque les amis d'Emmanuel découvriront qu'à La Roque, il y a également des survivants, il va y avoir un phénomène d'entraide qui va se développer entre les châtelains là, et La Roque. Alors, donc en fait, en gros, c'est le retour au Moyen-Âge, quoi. Il n'y a plus de radio, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de route, il n'y a plus de chemin de fer. Avant, on pouvait prendre ça de chevaux et franchir 50 km en 20 minutes. Et ben là, ça devient purement et simplement impossible. Et il se pose un problème de femmes également, parce que nos châtelains, là, malgré la catastrophe, bon, au début, ils sont complètement anéantis, mais au bout d'un moment, ils se demandent, mais comment est-ce qu'on va faire pour continuer? Et puis aussi, nous sommes tous tellement différents, entre Messonnier, le communiste, Momo, l'handicapé mental, Colin, l'artisan, et Paysou, le paysan un peu grivois, comment on va faire pour s'entendre? Et puis comment est-ce qu'on va faire pour continuer d'un point de vue biologique? On n'a plus de femme, il n'y a que la Menou, et puis elle n'est plus du tout en âge de faire des enfants. Alors première chose que décide Emmanuel, c'est de collectiviser son château. Il dit à ses amis, bon ben, jusqu'avant, dans le monde d'avant, j'étais le propriétaire du château, parce qu'il se trouve que je l'avais acheté, quoi. Sauf que maintenant, ce genre de truc, ça ne peut plus avoir cours. Si nous voulons, si nous, si on, si nous, si nous voulons, nous ne voulons pas que ça finisse en pugilat, voire en meurtre et tout ça, je ne peux pas continuer à me prétendre être le seul propriétaire de Malville. C'est le château qui s'appelle Malville, en fait. Et donc, je collectivise. Et pour essayer de souder le groupe, Emmanuel décide, bien qu'il ne soit pas croyant, qu'ils vont tous faire des veillées au coin du feu chaque soir pour assurer une certaine cohésion comme ça dans le groupe. Et la Menou lui propose de lire la Bible le soir. Et bon, Emmanuel, ça l'enchante pas très très bien. Mais la Menou, elle trouve qu'il lit vachement mieux la Bible que l'ancien curé du village. Et Emmanuel est suffisamment intelligent pour se dire qu'effectivement, ça peut faire du bien à tout le monde. Donc, il décide de lire la Bible le soir. Et ça plaît même aux communistes. Donc le challenge, là, à ce stade-là, c'est d'essayer de vivre ensemble, malgré les différences des uns et des autres, d'apprendre à s'entraider, à coopérer, afin d'arriver à survivre. Le problème des femmes, j'en ai déjà parlé. En fait, quand Emmanuel et ses amis découvriront qu'il y reste des survivants aux alentours, c'est un problème qui se réglera parce que il y a une femme qui est encore en âge de procréer dans la famille des troglodytes, là, et d'autres dont j'ai oublié, elle s'appelle Miette, et d'autres dont j'ai oublié à La Roque comment elle s'appelle. En fait, c'est la sœur de Miette. On va dire elle s'appelle Juliette.
viendra les rejoindre aussi. Donc de ce point de vue-là, la communauté va quand même pouvoir continuer. Et voilà. Et donc, en fait, ce qu'il faut également dire, c'est que ce roman, à la base, c'est un roman d'aventure. C'est vraiment un véritable roman d'aventure. Et puisque nous nous situons comme ça tout d'un coup au Moyen-Âge, c'est presque une sorte de roman de cap et d'épée. Parce qu'il va y avoir des luttes entre différents groupes humains qui gravitent autour du château. Il y a notamment des brigands ou des gens un petit peu mal intentionnés, des espèces de simulateurs comme ça, des gens qui, après la catastrophe, usurpent des identités qui ne sont pas les leurs, et donc ils vont tous être obligés de se serrer les coudes au château, et au bout d'un moment aussi de venir en aide aux habitants de la Roque pour pouvoir continuer. Alors on peut dire, bon, un petit peu par la bande, peut-être quand même plutôt de manière tangentielle, que Malville, qui est un roman qui m'a beaucoup beaucoup plu, que je lis régulièrement, au moins depuis presque une cinquantaine, non, presque depuis 45 ans, je relis régulièrement ce roman que j'aime beaucoup. Par la bande, donc c'est en tout cas un roman sur la coopération et d'une certaine manière un roman sur l'entraide aussi. Parce qu'au bout d'un moment, dans l'histoire telle qu'elle se déroule, il y a une espèce de groupe de mercenaires qui met la main sur la Roque, et ce sont les gens de Malville qui vont venir les libérer de ces malfrats. Il va y avoir des échanges commerciaux qui se mettent à se développer entre la Roque et Malville. Et d'ailleurs, Messonnier, au bout d'un moment, acceptera de devenir le maire de la Roque. Et voilà. Et donc, d'une certaine manière, un petit peu par la bande, c'est un très très beau roman d'aventure sur l'entraide. Et je ne peux que vous conseiller de le lire. Merci Serge, ça a l'air tout à fait très intéressant concernant l'entraide, ce livre, Malville. Pour ma part, je vais parler de l'entraide sociale interespèce avec un livre qui s'appelle Les fourmis, qui vient de la trilogie des fourmis, écrite par Bernard Werber et qui est sorti pour la première fois en 1991. L'entraide est un thème qui nous affecte tous, parce que nous sommes des êtres sociaux, des êtres humains, et que seuls, nous sommes quasiment rien. Nous ne pouvons pas nous nourrir tout seuls, nous ne pouvons pas bâtir un toit pour tout seul, nous pouvons quasiment rien faire. Et quand on est à plusieurs, moi ce que j'aimerais souligner dans l'entraide, c'est la synergie de groupe. Ce qu'on pourra clairement voir dans le roman aussi des fourmis, dont je ne vais pas vous parler dans les détails de manière aussi détaillée que Serge, parce que d'une part, parce que principalement je vais vous laisser la surprise de lire ce livre. Alors, pour moi, l'entraide, oui, donc je reviens à mon idée de survie, qui est illustrée dans Malville par une survie post-apocalyptique. Mais on peut voir partout de la survie. La vie est là pour pour survivre, en fait. Et donc, à plusieurs... il est inévitable d'élaborer sur ce concept d'entraide pour la survie. Dans le roman Les fourmis, il s'agit d'un système social qu'on appelle E-social, E-U-S et social. Et c'est une organisation hiérarchique de l'espèce de fourmi qui donne à chacun un rôle et qui permet de séparer un petit peu les tâches, parce que quand on veut survivre et
qu'on est en groupe, les tâches doivent se répartir, à mon sens, et au sens animal aussi, hein, pour avancer. Lorsqu'il y a des problèmes intra-groupe ou intergroupe, c'est-à-dire au sein même d'un groupe ou entre plusieurs groupes, il peut y avoir des personnes, des membres du groupe, des membres du groupe qui sont plus aptes à résoudre le problème qu'un autre membre du groupe. Et peut-être que pour moi, donc, le membre du groupe qui n'est pas capable de résoudre le problème peut et devrait demander de l'aide à personne qui arriverait plus facilement à résoudre le problème. C'est ça pour moi l'entraide. C'est quand je me sens perdu, souvent quand je me sens perdu, la seule solution c'est d'aller demander de l'aide. Et on avance plus loin ensemble que tout seul. C'est ce que je voulais dire sur l'entraide. Voilà. Ça m'a fait penser à un bouquin en fait que j'ai lu il y a longtemps. C'est Ravage de René Barjavel en fait. En fait c'est dans une société très avancée où ils font tout par le biais de nouvelles technologies qui fonctionnent à l'électricité. Et du coup, il arrive un phénomène naturel en fait qui annule toute l'électricité sur Terre. Et donc, il y en a juste quelques-uns qui arrivent à survivre parce qu'ils ne sont pas dépendants de toutes les technologies qu'ils ont mis en place, quoi. Et donc voilà, c'est un roman, c'est très romancé, quoi, et ça raconte vraiment une épopée de survie. Donc je pense que c'est intéressant que ça serait intéressant d'avoir une version peut-être beaucoup plus romancée. C'est pas très philosophique, mais voilà. Oui, effectivement, Jérôme, j'ai déjà acheté plusieurs fois Ravage de Barjavel, mais jamais lu, et j'en ai beaucoup entendu parler. Ouais. Ça ne m'étonne pas que tu fasses le parallèle. Et en fait, ça tombe bien, parce que, donc Ravage, à l'occasion, c'est promis, je le lis. Mais ça me fait penser à un autre livre, nous en avons d'ailleurs 2 exemplaires dans notre bibliothèque, de Merle, mais cette fois-ci plus Robert Merle, Olivier Merle. C'est un livre qui s'appelle Electropolis, et c'est l'histoire, ça a dû être écrit dans les années 2015, et c'est l'histoire d'une panne d'électricité générale. Et le roman se focalise sur un immeuble, avec les habitants de cet immeuble, une jeune fille, un jeune maghrébin. Ils vont tomber amoureux d'ailleurs tous les deux au cours de la panne d'électricité, alors qu'avant ils se snobaient plutôt. Des commerçants qui tiennent une épicerie au rez-de-chaussée et d'autres personnes dont je ne me souviens plus très bien. Et au départ, avant cette espèce d'épreuve que constitue cette panne d'électricité, les gens se snobent plutôt. La jeune femme, le beurre, elle n'y fait pas attention, quoi. Enfin, le jeune maghrébin, elle n'y fait pas du tout attention. Elle n'est pas tellement en relation non plus avec les épiciers, le couple d'épiciers, qui sont plutôt des personnes âgées. Et d'ailleurs là, à nouveau, en quelque sorte, c'est de l'anticipation. Mais au travers de cette épreuve de panne d'électricité, ils vont tous se rencontrer et apprendre à faire corps aussi, à être solidaires et à s'entraider, parce qu'il se passe des choses au bout d'un moment parce que la panne dure longtemps, des semaines, je crois. Parce que dans la rue, au bout d'un moment, il se passe des trucs très bizarres. Il y a des bagarres, des magasins qui sont pillés, des gens qui tentent de rentrer dans l'immeuble et tout. Et voilà. C'est un petit peu aussi. Donc, Electropolis de Olivier Merle, le fils de Robert Merle. Il est géologue à Clermont-Ferrand. C'est un petit peu comme Ravage, c'est le même type de thème. Mais je suis très content que vous nous ayez parlé de Ravage. Merci beaucoup.
when she's gone. Wonder if she's gone to stay. And no sunshine when she's Déjà, merci de nous avoir... si tu es, je peux pas vous regarder. Merci de nous avoir partagé ces deux romans, c'était intéressant. Et j'ai l'une ou l'autre question pour vous deux. Tu avais dit qu'il s'appelait Emmanuel, Oui. le personnage principal, et tu as dit qu'il ne s'appelle pas Emmanuel par hasard, et donc je voulais savoir pourquoi. Et aussi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup embêtée, c'est que les femmes dans le livre sont vraiment juste des reproductrices. Et on dirait que que leur entraide, c'est leur simple corps et qu'on n'utilise pas d'autres compétences ou d'autres choses qu'elles pourraient apporter et qui n'auraient pas vraiment de lien avec leur féminité. D'ailleurs, donc je voulais savoir ce que tu en pensais et est-ce qu'ils le développent différemment par la suite dans le livre. Je trouve ça un petit peu dommage. Bon, je sais plus, ça date de quand. Je sais plus de quand date ce livre. Peut-être que c'est logique. Voilà. Et pour toi, j'ai aussi une autre question. C'est, tu as parlé donc de quand on n'arrive pas à résoudre les problèmes, on demande de l'aide. Et comment est-ce que tu l'as ressenti dans le livre? Est-ce que tu as un exemple du livre qui montre ça? Comment tu pourrais l'illustrer? Et aussi, est-ce que tu sais, par hasard, pourquoi ce sont des fourmis et pas des abeilles? Parce que les abeilles aussi, elles ont un système hiérarchique, je pense. Peut-être qu'ils l'expliquent. Je sais pas. Eh bien, figurez-vous, chère Marianne, que votre question, qui est plutôt une espèce d'interlocation, si on peut dire, ne m'étonne absolument pas. Je m'y attendais presque un petit peu. Parce que j'ai une amie 15 ans plus âgée que moi, à laquelle j'ai fait lire Maleville, qui m'a fait exactement la même remarque concernant les femmes. Je reviendrai sur Emmanuel tout de suite après. Donc c'est une dame qui a actuellement 75 ou 77 ans, une amie dans les Vosges, qui lit beaucoup, et je lui avais fait lire Maleville. Et elle m'a fait la même remarque. Elle m'a dit « Oh là 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 là, mais c'est terriblement misogyne. Déjà ce garçon-là, Emmanuel, il ne s'entend pas avec sa mère, pour commencer, déjà à la base, ni avec son père, qu'il trouve trop mou. C'est la mère qui dirige la baraque à la maison et son père ose à peine ouvrir la bouche. Et... Bon, donc déjà ce garçon-là, il ne s'entend pas avec sa mère. Ensuite, à l'arrivée, la seule femme qui reste est complètement décrépite. Et ensuite, ils vont chercher la Miette chez les troglodytes. Et en plus, Miette est muette, tenez-vous bien. Et ils vont chercher, elle ne s'appelle pas Juliette, j'ai oublié, la sœur de Miette à La Roque. Et c'est vrai, je le reconnais, que les femmes, en tout cas Miette et Juliette, sont un petit peu réduites à des rôles comme ça liés au plaisir sexuel ou à l'éventuelle reproduction. Et d'ailleurs, Miette, au départ même, va se partager entre tous les messieurs. Parce que Emmanuel collectivise le château, mais il décide de collectiviser Miette aussi. Je suppose que ça vous choque beaucoup. Mais c'est par pure nécessité. Une femme pour 7 hommes. Là aussi, ça aurait fini en meurtre si Miette n'avait pas accepté de se collectiviser, d'être collectivisée. Voilà. Donc, je le reconnais humblement. C'est un roman qui ne fait pas forcément la part belle aux femmes. Mais je pense que les femmes peuvent l'aimer quand même. Le roman. D'une part. Et d'autre part, il y a tout de même une communiste aussi, ou une socialiste à La Roque, une prof. Elle, c'est une femme de poigne. C'est une vraie femme comme les femmes de nos jours, avec un métier. Elle va diriger La Roque à la fin avec Messonnier, le communiste. Non, c'est une femme de tête, et pas seulement de corps. Donc voilà. Ce que je voudrais encore dire à ce sujet-là, c'est qu'il faut en revenir à la génération à laquelle appartient Robert Merle. Il est né en 1910, en gros. Il a écrit dans les années 70, il avait 60 ans. Bon. Et d'ailleurs, bon, c'était un coureur de jupons, hein, Robert Merle. Oui, il a un autre fils, Pierre Merle,
qui est sociologue de l'éducation et qui écrit des... non, il est sociologue de l'éducation, c'est tout. Il n'écrit pas de romans. Il écrit des bouquins sur la notation dans les écoles et au lycée et tout ça. Ça s'appelle La fabrique des notes. Et un autre sur, je sais plus quoi, un truc sur l'évaluation à l'école. On l'entend parfois sur France Culture, encore actuellement, Pierre Merle. Mais Pierre Merle a écrit une biographie de son père, Robert. Ce qui est extrêmement rare. C'est extrêmement rare qu'un fils écrive une biographie de son père. Parce qu'en général, les fils, il peut leur arriver d'être un petit peu à couteau tiré avec leur père. Mais là, c'est un fils qui est en admiration devant son père, qui a eu 4 ou 5 femmes dans sa vie. Et qui, je pense, les a rendues heureuses, parce que j'ai lu cette biographie. Mais sauf la dernière l'a roulée dans la farine. Elle lui a passablement vidé les poches, je crois, si j'ai bien compris. Il était déjà vieux à ce moment-là, il en a un petit peu profité. Et donc voilà, Pierre Merle a écrit une biographie de son père, Robert, qui s'appelle « Une vie de passion », avec passion au pluriel. Mais je comprends votre remarque. Et en ce qui concerne le prénom Emmanuel, en fait, Emmanuel, ça veut dire « donné par Dieu » ou quelque chose comme ça. Et comme Emmanuel, dans le roman, assure un petit peu un rôle de leader, il est à la fois l'ami et le mentor de ses amis. C'est une espèce de Deus ex machina. Voilà. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas qu'il s'appelle Emmanuel dans le roman. Et encore une fois, je comprends tout à fait vos réticences par rapport au statut apparent qui est donné aux femmes dans ce roman. C'est quand même amusant parce que si je n'avais pas relevé le fait qu'il y ait ces femmes qui sont utiles que pour la reproduction, tu ne m'aurais pas parlé de l'autre personnage féminin qui est beaucoup plus... qui a plus de qui est mieux considéré. Donc toi-même, tu l'as oublié. Non, je ne l'ai pas oublié. Ça me paraissait un petit peu secondaire. Mais je comprends parfaitement vos réticences. Quand tu as mal vu les femmes à l'intérieur les fourmis, les gars. Ah, les fourmis, oui. Tu veux que je te répète mes questions ? Oui, je veux bien. Oui. Alors, donc oui, tu expliquais que tu as pu ressentir dans le livre que celui qui n'arrive pas à résoudre ses problèmes, il faut qu'il aille demander de l'aide. Et comment est-ce que ça s'illustre dans Les fourmis ? Le livre, si tu peux nous donner des exemples, ou voilà. Et aussi, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que ça s'appelle les fourmis et pas les abeilles ou autres insectes qui ont aussi un système, je crois, hiérarchique. Social. Ouais. Je vois, merci pour les questions. Les fourmis, il faut demander à Bernard Werber, parce que c'est lui qui a... Il y a 3 histoires dans Les fourmis, une histoire entre personnages humains et 2 histoires avec des héros qui sont des fourmis. Mais je ne sais pas, non, pourquoi il a choisi les fourmis plutôt que le système social des abeilles. Il a inventé, c'est venu de son esprit, donc de son imagination, et il faudrait connaître un petit peu mieux le système social des fourmis et le comparer à celui des abeilles pour voir celui qui est peut-être le plus intéressant pour en faire un roman, mais voilà. Mais si ça se trouve, c'était juste un hasard. Ça se trouve, c'est juste un hasard. Peut-être que tu as entendu parler, donner une explication de l'auteur, mais voilà. Je sais. Non, pas que je sache, pas à ma connaissance, j'ai pas d'explication qui vient de Bernard Werber sur le choix de ces insectes-là. Et on a beaucoup parlé d'entraide dans un contexte négatif, très négatif, qui est une explosion nucléaire, une explosion ou alors avec ravage avec suite à une coupure d'électricité. Mais pour répondre à ta question, moi je l'illustrerai avec l'entraide tout simplement qu'actuelle dans un groupe qui se donne peut-être pour objectif ensemble d'avancer dans une formation. Actuellement avec la pandémie, les formations sont passées en ligne. Donc on se retrouve tout seul devant son ordinateur à vouloir avancer dans sa formation, dans son apprentissage. Et
il s'avère que les gens se regroupent via les canaux de communication que sont Slack, Discord et d'autres applications ou réseaux sociaux, hein, Facebook ou LinkedIn, pour échanger ensemble et résoudre les problèmes qu'on a, qu'ils ont. Donc l'entraide n'est pas forcément une action que l'on fait pour avancer en situation de crise. Peut-être que c'est venu à cause des situations de crise, hein, suite aux guerres, etc. Bon, il n'y a pas encore eu de cas d'apocalypse, heureusement. Pas encore. Pas encore. Ouais, j'espère que ça va pas venir. Mais voilà. Il y a beaucoup de manifestations de ce qu'on appelle l'entraide. Hein. Bon, voilà, hein, pour l'entraide alimentaire, etc. J'espère que ça répond à ta question. Oui, merci. Et sourire, c'est déjà s'entraider. Tout à fait. Alors, j'avais une question pour Cédric. Donc, en fait, deux. Donc, je me demandais si le livre, en fait, tu pensais qu'il pouvait aider des personnes qui ont un peu de mal à demander de l'aide à d'autres. Et ensuite, tu as dit que il y avait 3 histoires, en fait, 2 avec des humains et 1 avec des fourmis. Est-ce que c'est des histoires, est-ce que les 2 histoires avec des humains, c'est des histoires où il y a un court passage sur les humains et que ça revient ensuite sur les fourmis, ou c'est juste des histoires sur les humains? Voilà. D'accord. Merci pour tes questions, et très bonnes questions. Je vais répondre à la deuxième déjà. Donc c'est 2 histoires sur les fourmis et une histoire sur les humains qui s'entrelacent en fait. Il y a un passage avec les fourmis, un passage avec les humains, et en fait tout se passe dans un même lieu en fait, et il passe de la narration de l'histoire avec les humains aux histoires avec les fourmis. Pour la première question, je ne pense pas que ce soit le bouquin le plus pertinent pour convaincre quelqu'un de demander de l'aide. Parce que c'est une histoire, il y a des histoires, enfin c'est une histoire assez compliquée du fait que c'est des paragraphes. C'est un livre assez compliqué à lire quand même, du fait qu'il y a 3 histoires entrelacées, entremêlées. Et le mieux que pour répondre à ta question, c'est de lire un livre comme celui de Malville ou peut-être ou Ravage. D'autres livres, nombreux livres s'intéressent à l'entraide. Et ce qui me semble un choix pertinent, c'est peut-être s'orienter vers des livres de développement personnel. Si tu veux aider à quelqu'un à convaincre de chercher de l'aide. Bravo, bravo pour cette première. Ain't no sunshine when she's gone. Anytime she goes away.